Rareté de farine de maïs dans le Katanga et le Kasaï, la mission du gouvernement envoyée en Afrique du Sud et la Zambie est déjà à Kinshasa. Mais avant de regagner la capitale ce vendredi, cette mission gouvernementale a tenu 2 réunions à Lubumbashi. Et puis à l'international, la commission concurrence du COMESA vient de fermer les festivités de ses 10 ans d'existence. Patrick Ilunga, notre envoyé spécial, nous fera le point de ses assises dans ce journal. Bonsoir et bienvenue mesdames et messieurs à cette session d'information. Démarrons ce journal avec cette information en bref. Le renseignement militaire de la RDC a mis la main ce vendredi sur un réseau des criminels économiques opérant dans la province du Sud Kivu avec plus de 22 kilos d'or. Les membres de cette bande ont été présentés à Kinshasa au ministre des Mines, des Justices et celui de Finances. Ils ont été arrêtés avec plusieurs biens, notamment 4 coffres-forts non encore ouverts, 15 ordinateurs portables, 400 000 dollars américains et 6 568 000 dollars américains, a indiqué le porte-parole des FARDC, le général Sylvain Ekenge Bo-Moussa. Puis le gouvernement se dit préoccupé par la situation des grogne sociales qui prévaut ces derniers temps à l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST en sigle, ainsi qu'à l'enseignement supérieur et universitaire ESU en sigle. Ainsi, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a réuni autour de lui ce jeudi les 2 ministres sectoriels ainsi que leurs collègues du budget et des finances pour étudier à fond cette question en vue de trouver des solutions idoines. Suivez. Cette réunion entre le Premier ministre et les ministres de l'ESU et de l'EPST tombe à point nommé car les épreuves de la dissertation avancent à grands pas, mais aussi la menace de la reprise de la grève pour les professeurs de l'enseignement supérieur et universitaire est toujours là. Au cours de la rencontre, le chef du gouvernement a donné des instructions claires que la situation trouve rapidement une solution. Bon, nous venons de sortir d'une réunion autour du Premier ministre avec les collègues sectoriels issus EPST. Le Premier ministre avait tenu à la présence du ministère budget ainsi que les finances pour voir dans quelle mesure nous pouvons rencontrer les préoccupations des professeurs au niveau de l'ESU ainsi que des enseignants au niveau de l'EPST ainsi que les cadres et services centraux. Vous avez suivi déjà que les inspecteurs qui ont décrété la grève et qui s'apprêtent à boycotter les épreuves certificatives et même tous les autres enseignants pour les engagements d'avril ainsi que les primes d'encadrement de la paye pour les cadres agents des services centraux. Nous venons donc de faire un tour de réseau autour du Premier ministre et il a été décidé qu'un cadre de concertation permanent urgent dès demain autour du ministre d'État, ministre du Budget, pour que déjà tous nos services techniques, d'INACOP, inspection, ainsi que le secrétariat général, accompagnés de leaders syndicaux, nous puissions déjà étudier comment nous pouvons déjà indiquer ce qui peut être dégagé pour essayer de régler les problèmes urgents. Il en est de même pour le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire où les personnels revendiquent l'application de plusieurs engagements du gouvernement. Je crois que le Premier ministre a tenu son engagement de réunir tous les acteurs du secteur avec ceux qui gèrent la marmite de l'État congolais. Et donc, il nous a donné des instructions de pouvoir respecter nos engagements. Pour ce qui concerne le professeur, par exemple, c'est les 50% pour lesquels on s'est convenu. Et donc, le ministère des Finances va devoir faire un geste pour rencontrer les revendications des professeurs, en tout cas pour ce qui concerne le mois d'avril. Cette réunion a connu la participation du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, le ministre d'État en charge du budget, mais aussi les ministres des Finances. Je l'ai dit en titre, revenu de l'Afrique du Sud et de la Zambie d'une mission de service, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, qui était à la tête d'une forte délégation congolaise, a tenu 2 réunions dans la salle des banquets du gouvernorat du Haut-Katanga avec les fermiers et les opérateurs économiques durant son séjour de 48 heures dans la province. Il s'agit pour Vital Kamerhe de trouver des solutions à la flambée du prix de la farine de maïs dans le Grand Katanga et dans le Grand Kasaï.
Première réunion s'est tenue dans la soirée du jeudi 4 mai 2023. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie, qui avait à ses côtés certains membres du gouvernement national ainsi que le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kaboula, voulait entendre les propositions des différents acteurs qui interviennent dans la production du maïs et son évacuation vers les centres de consommation du Grand Katanga et du Grand Kasaï. D'où la présence des représentants des fermiers, des minotiers et de la SNCC qui est le transporteur de l'État. Ce vendredi matin, cette fois, c'est la Fédération des entreprises du Congo, la DGDA et l'OCC qui ont échangé avec la délégation des ministres conduite par Vital Kamerhe. Pour faire face à l'urgence, pour que nos populations Nos excuses pour ce petit désagrément technique. On va passer à un autre sujet. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, a reçu ce jeudi 4 mai en audience la gouverneure du Haut-Lomami, Mme Isabelle Yumba Kalenga. La sécurité de la province en ce qui concerne les conflits coutumiers et le renforcement des capacités opérationnelles de la police était au cœur de leurs échanges. Rachel Misenga. Elle a été reçue ce jeudi 4 mai 2023 en audience dans le cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi. Elle, c'est la gouverneure du Haut-Lomami. Celle-ci était venue solliciter l'implication du patron de la territoriale dans la résolution des conflits coutumiers signalés dans sa province. En croire Madame Isabelle Yumba Kalenga Mushimbi, ces conflits est en train de contribuer à l'insécurité dans la province. Par la même occasion, elle a plaidé auprès du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur pour que la police au niveau de la province du Haut-Lomami soit mieux équipée en vue de renforcer ses capacités opérationnelles sur les terrains. Nous sommes passés voir son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre de l'Intérieur, d'abord présenter les civilités et nous avons évoqué la situation de la province du Haut-Lomami. Nous avons principalement tout balayé, surtout à ce qui concerne les difficultés et les attentes de la population. Et l'Excellence a été d'une oreille attentive. Nous espérons que tout va se résoudre d'ici peu. Nous avions parlé plus de la sécurité de la province, à ce qui concerne le conflit coutumier, à ce qui concerne la police lui-même pour la dotation de la logistique. Nous sommes rassurés que d'ici peu, c'est un problème qui est généralisé et ça sera résolu pour toutes les provinces. Rappelons que le village de Makwibi, qui est situé dans les territoires du Haut-Lomami, est depuis quelque temps en proie à un conflit coutumier opposant deux chefs coutumiers qui se disputent le trône de ces villages, entraînant ainsi une grande insécurité, des centaines de déplacés ainsi que quelques disparus. De la sécurité à la défense, nous saluons ce que font les Congolais pour se mettre ensemble afin de combattre ce qui perturbe. Ces propos émanent de Abel Chiloubane, l'ambassadeur plénipotentiaire de la République sud-africaine en poste en RDC. Il a tenu ses propos au sortir de l'audience que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo lui a accordé dans son cabinet de travail à Kinshasa. Suivez. No, thank you very much. I think you... Donc, c'est très bien. Vous allez reconnaître que l'Afrique du Sud, la République sud-africaine ainsi que la République démocratique du Congo entretiennent de bonnes relations et qui sont très cordiales. Et quand vous avez de très bonnes relations, normalement, il est de coutume de rendre visite à votre frère. Donc, tel que vous le savez, le ministre a été nommé récemment à son poste. C'est une lourde charge et nous sommes là pour lui souhaiter plein succès et réussite dans son mandat. Et également, nous allons sensibiliser et nous saluons ce que les Congolais font pour se mettre ensemble afin de combattre tout ce qui les perturbe. C'est ce que vous faites quand vous êtes frères et sœurs. Vous devez vous visiter. Quand vous êtes familier, vous visitez votre famille. C'est ce qui vient de se passer ce matin. Thank you very much. Merci. Le 5 mai de chaque année, vous avez compris, mesdames et messieurs, nous avons changé les chapitres pour parler de la santé. Le monde célèbre la journée mondiale de l'hygiène de main afin d'instaurer et de promouvoir une culture de lavage de main. Le docteur Tello, médecin aux urgences de la clinique Ngaliema, revient sur les avantages
de cette pratique qui sauve des vies. Damani Mujinga et Jessica Antamba. C'est depuis 2009 que l'Organisation mondiale de la santé a institué la date du 5 mai comme journée mondiale de l'hygiène des mains. Cette journée a pour but de sensibiliser le grand public au lavage des mains, mais aussi les professionnels de santé à se nettoyer correctement les mains avant de prodiguer de soins afin de prévenir les infections. Le thème de la journée de cette année est « Ensemble, nous pouvons accélérer le progrès en matière d'hygiène des mains ». Ce thème s'adresse aux différentes parties prenantes, mais en particulier aux organisations de la société civile qui sont souvent en mesure de susciter et d'accélérer le changement afin de contribuer à la réalisation de progrès en matière de pratiques efficaces d'hygiène des mains sur les lieux de soins pour prévenir les infections associées aux soins de santé, y compris les infections à risque épidémique et pandémique. L'hygiène de main peut nous aider, peut nous garder en bonne santé, peut faire que nous puissions couper la chaîne de transmission de certaines maladies, prévenir certaines infections. Je ne saurais pas donner une liste exhaustive, mais vous devez savoir qu'il existe plusieurs maladies qu'on peut éviter. Il y a plus de maladies qu'on appelle digestives, d'ordre digestif, et des maladies respiratoires. Aujourd'hui, le monde entier est derrière une pathologie, une pandémie qu'on appelle la COVID-19. Si on peut donner un accent particulier sur ça, nous pouvons éviter la transmission de cette maladie en ayant déjà une bonne hygiène, en faisant déjà une bonne hygiène de main. Cette maladie se propage d'une personne à une autre et ça a un grand pouvoir de contagiosité. Et nous pouvons couper ces rythmes ou cette chaîne de transmission en ayant une bonne hygiène de main. Il existe des moments forts où on doit se souvenir qu'on doit se laver les mains. Quand quelqu'un vient de toilette, revient de toilette, il doit se laver les mains. Quelqu'un veut préparer une nourriture, il se lave les mains. Vous êtes sorti, vous rentrez chez vous, vous lavez les mains avant de faire quoi que ce soit. Vous avez touché aux ordures, vous devez vous laver les mains. Mais en dehors de ces moments forts, l'usage de mains doit être notre réflexe. Chaque année, des millions de personnes contractent des infections en recevant de soins de santé. Mais beaucoup de ces infections et les dommages qu'elles peuvent causer aux patients peuvent être évités. L'OMS invite donc à l'occasion de cette journée d'accélérer la mise en œuvre des enseignements tirés de la pandémie de Covid-19 et à accroître les investissements pour combler les lacunes en matière de prévention et de contrôle des infections, notamment en ce qui concerne l'hygiène des mains. Ce 5 mai, c'est aussi la journée de la sage-femme partout dans le monde pour honorer ces femmes qui accompagnent d'autres femmes enceintes à donner naissance. En RDC, elle lance un cri d'alarme aux autorités afin qu'elles soient considérées comme d'autres agents de la société. Maris Bouleli et Giscard Tamba ont rencontré l'une d'entre elles. Depuis plus de 15 ans, le 5 mai de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de la sage-femme. Aider les femmes à donner naissance, s'occuper du nouveau-né et la mère, tels sont leurs rôles au sein de la société. En RDC, nous comptons plus de 3000 sages-femmes réparties dans 23 provinces sur 26. Les unes les sont traditionnellement qu'on retrouve dans le village n'ayant pas accès aux soins prénatals et postnatals. Et les autres suivent des formations dans les établissements et institutions de santé. Cette journée est à l'honneur de ces femmes qui accompagnent les autres femmes qui risquent leur vie en donnant naissance, entre complications avant, pendant et après la grossesse et nombreuses difficultés que rencontrent ces sages-femmes dans leur métier. Elles arrivent à s'en sortir, comme nous explique cette sage-femme œuvrant aux cliniques Ngaliema ayant requis l'anonymat. Ce jour du 5 mai est une journée qui nous est dédiée. Nous, le sage-femme, nous avons pour mission de sauver des vies. Le sage-femme a un grand cœur et surtout, quand les femmes viennent pour l'accouchement, nous rencontrons plusieurs difficultés. Entre autres, le mauvais langage de certaines et les autres suite à la douleur d'accouchement, elle peut te serrer fort sur tes vêtements. Malgré tout ça, il faut l'accompagner et la surveiller jusqu'à l'accouchement. Mais aussi, nous veillons sur les bébés qui viennent de naître pour sauver les deux vies. Nous, les sages-femmes, devant l'État, nous n'avons pas de valeur. L'État congolais ne nous considère pas. Il considère beaucoup plus les infirmières et les infirmiers, mais pas le sage-femme. Nous souhaitons être prises en considération et avoir un numéro d'ordre comme les infirmiers.
Tous à la peine indépendante, tout dépendant quand on a infirmier, tout comme peine indépendante. Ces sages-femmes lancent un message particulier à l'État congolais, demandant rien d'autre que d'être considérés comme tout agent de la santé pour leur bien-être et leur sécurité. Vous suivez la grande édition sur Géopolis Télévision, mesdames et messieurs. Maintenant, on va parler de l'actualité au-delà de nos frontières. La commission concurrence du COMESA a clôturé les festivités de ses 10 ans d'existence vendredi à Lilongwe au Malawi. La célébration a réuni près de 300 délégués venus des pays membres du COMESA et d'ailleurs, nous allons suivre Patrick Ilunga, notre envoyé spécial à ces assises qui nous parle et qui nous fait le point justement des points forts de cet événement. Bonjour, nous sommes ici au centre Bingu à Mutarika à Lilongwe au Malawi, où la commission concurrence du COMESA, beaucoup plus connue sous son nom anglais, en tout cas COMESA Competition Commission, célèbre ses 10 ans d'existence. Alors la fête ou bien la célébration a commencé hier, jeudi 4 mai, et les assises se terminent aujourd'hui, 5 mai. Hier déjà, le docteur Willard Mwemba, qui est le directeur exécutif de la commission, a fait le bilan de tout ce qui a été fait pendant 10 années. Alors aujourd'hui, le travail se continue en session en panel pour discuter autour du commerce c'est-à-dire intra-COMESA, c'est-à-dire dans le marché COMESA. Alors pour la journée d'hier par exemple, il a été fait le bilan du travail de la commission. Alors la commission concurrence, c'est vrai que ce terme n'est pas très familier à notre société au Congo par exemple, mais c'est la commission par exemple en Amérique et en Europe, c'est des termes qui sont en tout cas très commun dans la société. Il s'agit, son travail est de faire le monitoring de tout ce qui se fait dans l'activité économique et investiguer sur des éventuels cas anti-concurrentiels entre les opérateurs économiques et les entreprises. Alors il faut dire que les entreprises, passez-moi le terme, sont comme des animaux qui se battent généralement dans la jungle, et donc il faut une régulation, il faut aussi une structure pour suivre leurs actes, pour ne pas qu'ils abusent. Par exemple, une grande entreprise peut abuser dans les actes, à écraser des petites entreprises et à poser certains actes pour abuser de la bonne foi de consommateurs. Et donc, la commission fait le monitoring de ces actes-là pour remettre les consommateurs dans leurs droits, essayer de chercher à promouvoir l'intégrité régionale, mais aussi combattre la pauvreté. Donc c'est le travail qui a été fait, mais aujourd'hui la discussion se tourne autour des échanges entre la zone COMESA. Il faut dire que la zone COMESA part de l'Afrique du Sud jusqu'à l'Égypte. Il y a 21 pays qui sont membres, mais les échanges dans la zone sont très faibles. Ils sont restés à moins de 10% des échanges globaux, des échanges au niveau africain en général, dû à beaucoup de facteurs structurels. Et donc, voilà, c'était Patrick Ilunga, l'envoyé spécial des Géopolis à Malawi. Rendons-nous au Niger pour parler de la prolongation de la durée d'exploitation d'uranium de Sommer. Selon le gouvernement nigérian, les activités de cette mine qui devrait s'arrêter en 2029 sont prorogées jusqu'en 2040. Suivez. Des sourires qui en disent long sur l'issue des échanges. Le Niger et la société nucléaire française Orona ont décidé jeudi de la prolongation de la durée d'exploitation de la mine d'uranium de Somaïr dans le nord jusqu'en 2040. Initialement, ces activités devaient s'arrêter en 2029. Les regards sont rivés sur l'exploitation de Somaïr. Donc là aussi, il s'agissait pour nous de regarder comment faire en sorte que cette exploitation puisse durer le plus longtemps possible, avec de nouveaux permis,
avec de nouveaux moyens pour réduire les charges et voir maintenant comment la durée de vie de la mine pourrait être prolongée. Dans cette optique, les deux parties ont signé un accord global de partenariat. Orano s'est engagé à injecter environ 39 millions d'euros dans des secteurs prioritaires au Niger, dans l'éducation. Au volet industriel, nous nous engageons mutuellement à collaborer pour permettre à Somaïr de durer, pour exploiter le plein potentiel des gisements de Somaïr et faire durer cette mine pour le maximum d'années possibles. Sur le plan du développement, cet accord nous permet de reconfigurer le projet Imouraren et de permettre à ce projet de trouver un équilibre économique tout en diminuant significativement son empreinte environnementale. Mais Niamey et Orano ont repoussé le début de l'exploitation d'Imouraren, l'un des plus grands gisements d'uranium au monde, également dans le nord du Niger. Ces réserves sont estimées à environ 200 000 tonnes. C'est avec cette information sur les mines que nous mettons un terme à ce journal. Mais avant de nous quitter, je vous rappelle les titres. Arrêté des farines de maïs dans le Katanga et le Kasaï, la mission du gouvernement congolais envoyée en Afrique du Sud et à la Zambie et déjà à Kinshasa. Mais avant de regagner la capitale ce vendredi, cette mission gouvernementale a tenu 2 réunions à Lubumbashi. À l'international, là, vous avez suivi, la commission concurrence du COMESA vient de refermer les festivités de ses 10 ans d'existence. Patrick Ilunga nous a fait les points de ce qu'a été ses travaux. Vous l'avez également suivi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur les programmes des Géopolice Télévision. Bon début de week-end chez vous.